Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de mécanique, c'est-à-dire le moteur thermique. C'est quoi la différence entre le moteur thermique et le moteur électrique? Donc, on a une petite maquette concernant un petit moteur en V8, moteur classique. Donc, c'est quoi le moteur thermique? Le moteur thermique qui transforme de l'énergie de chaleur en énergie mécanique, c'est-à-dire la combustion, donc l'essence, le diesel et le kérosène. Et ça, chaque moteur, donc, il a sa propre fonction par rapport justement à l'installation de ces moteurs-là, soit on les installe dans les véhicules ou bien dans les machines fixes ou bien dans l'aéronautique. Et chaque moteur, justement, il a ses propres fonctions. Donc, on a dit le moteur. Donc, c'est quoi un moteur? Un moteur, c'est un ensemble de pièces qui sont assemblées, fixées l'une après l'autre. Il y a des pièces qui sont mobiles, il y a des pièces qui sont immobiles. Donc, dans le moteur, donc, on a les pistons, on a comme ici par exemple, les culasse. Donc, dans les culasses, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des culbuteurs ou bien les rockers, les camshafts, les arbres à cam et compagnie. En dessous, donc on trouve le bloc moteur en dessous. Donc, il y a les pistons, il y a le crank, il y a le vilebrequin, il y a la pompe à l'huile et les filtres à l'huile. Le côté qui fait bouger les véhicules, on a côté transmission. Donc, le côté là, c'est le côté le clutch, l'embrayage pour les véhicules manuels, ou bien on appelle ça le coupleur hydraulique, celui justement pour les voitures automatiques. Donc, ces moteurs-là, donc, celui qui nous permet de fonctionner soit les véhicules, soit les machines fixes. Les machines fixes, par exemple, comme les génératrices ou bien les compresseurs. Il y a plusieurs sortes de machines. Comment il fonctionne le moteur? Parce qu'on a deux types de moteurs. C'est-à-dire le moteur à 4 temps, on a le moteur à 2 temps. Le moteur à 2 temps, on trouve sur certains engins et surtout la petite mécanique, comme par exemple les snowblowers, la souffleuse à neige ou bien les tondeuses à gazon. Ou bien dans les petites les mobylettes, les petites motos là. Donc, c'est un moteur à 2 temps. Et par contre, dans les véhicules, généralement, c'est le moteur à 4 temps. Donc, quasiment presque 95% du moteur, c'est à 4 temps. Donc, c'est quoi la différence entre un moteur thermique et un moteur électrique? Donc, le moteur électrique, c'est entièrement électrique. Donc, il fonctionne par l'intermédiaire des génératrices et des batteries. Par contre, le moteur thermique, donc, il fonctionne soit, comme on a dit tout à l'heure, soit avec l'essence, le gaz, ou bien le propane, certains véhicules de l'industrie, le propane, ou bien le diesel. Le diesel, ou bien le kérosène. Ça, c'est-à-dire les moteurs. Donc, les moteurs classiques, on peut trouver par exemple dans ces véhicules-là. Donc, les moteurs à essence ou bien diesel, ou bien même l'ancien modèle. L'ancien modèle, par exemple, c'est l'ancien modèle. C'est la même chose, donc la mécanique est toujours la même. Seulement maintenant avec la technologie, donc ils ont modifié pas mal, ils ont rajouté pas mal des capteurs ou bien des senseurs concernant les moteurs. À l'époque, il n'y avait pas des capteurs et tout ça, donc c'est quasiment facile. On appelle ça la mécanique classique. Par contre, dans notre temps actuel,
justement, les véhicules, bien les moteurs, ils sont vraiment pleins des capteurs et des senseurs. Et le moteur qu'on a dit tout à l'heure, donc il y a le diesel, donc il y a l'essence, il y a le kérosène, il y a le propane. Donc on utilise aussi les kérosène pour dans l'aviation, dans l'aéronautique. Donc on utilise les kérosène. Ça c'est le moteur thermique. Donc euh, le moteur c'est quoi? Donc il se compose de qui est là, comme on a dit tout à l'heure, on a les culbuteurs, on a la rampe culbuteur, on a les valves, les soupapes, on a les arbres à cam, parce que ça c'est un V8, donc on trouve de chaque côté arbre à cam. Donc il y a deux arbres à cam en tête, il y a aussi le crank, le vilebrequin, et on trouve aussi, ça c'est l'admission d'air, donc le moteur. Donc lui aussi c'est quasiment comme les humains, donc il faut l'oxygène, il faut donc l'air et l'essence. Donc c'est un mélange air-essence qui rentre dans les cylindres. Et après il y aura justement, on appelle ça la détente moteur. Ça j'expliquerai tout à l'heure comment il fonctionne le moteur à 4 temps. Donc on a l'alternateur. L'alternateur c'est tel qui a fourni, on peut dire c'est une petite génératrice. L'alternateur c'est tel qui a fourni l'électricité dans le moteur à essence bien sûr. Donc on a ici, je parle toujours de la mécanique classique, donc on a l'allumeur ou bien le delco. Le delco c'est lui qui nous donne l'allumage à travers la bobine. On appelle ça la bobine d'allumage, elle est juste ici. Donc elle nous fournit l'électricité sur l'allumeur, et l'allumeur il doit suivre, c'est-à-dire l'ordre d'allumage, soit moteur V8, V6 ou bien 4 cylindres. Donc chaque moteur il a son propre ordre d'allumage bien sûr. J'expliquerai tout à l'heure avec le tableau. Et on a dans le mécanique, le moteur thermique bien sûr. Donc on a le système de lubrification, c'est-à-dire l'huile moteur, c'est lui qui va lubrifier les pièces qui sont en mouvement, justement pour éviter que le calme, c'est-à-dire qu'on appelle ça pour ne pas colmater, pour ne pas justement ils soudent entre eux à cause de la chaleur bien sûr. Donc on a le système de refroidissement. On a le système de refroidissement, c'est-à-dire à travers le radiateur. On a un radiateur sur le côté, donc elle est pleine de liquide de refroidissement. On a la pompe à eau, et on appelle ça le petit circuit. On a le circuit fermé, c'est-à-dire le liquide de refroidissement il tourne dans le moteur, et on a un thermostat. Le thermostat elle nous permet par exemple de garder le liquide de refroidissement dans le moteur jusqu'à certaines températures. Tout dépend le fabricant, à partir de 72 degrés Celsius. Donc elle s'ouvre, elle laisse le passage vers le radiateur pour refroidir le liquide de refroidissement, c'est-à-dire le piston ou bien peu n'importe, en tout cas, ou bien de l'eau, c'est-à-dire le liquide de refroidissement. Le moment que on appelle ça le circuit ouvert à travers le radiateur, donc il tourne, à un moment donné, donc il chauffe, parce qu'il n'y a pas un système de refroidissement par radiateur. Donc là, dans le radiateur, on appelle ça comme un senseur. C'est un thermocontact, c'est lui qui nous permet, permet au ventilateur, voilà, on est arrivé à certaines températures, il faut qu'on enclenche le ventilateur. Celle-là c'est manuel, celui-là c'est la mécanique classique. Donc elle tourne en permanence parce qu'elle est entraînée par une courroie. Mais par contre dans la nouvelle génération on peut dire, donc on appelle ça le thermocontact. Le thermocontact c'est lui qui nous permet justement de refroidir le moteur, c'est-à-dire celui qui donne le signal, ou le motoventilateur à côté du radiateur. Donc le ventilateur ou bien le fan,
Donc, elle envoie l'air à travers les éléments de radiateur et dans ce cas-là, donc, le liquide est refroidi automatiquement. Et après, dès qu'il atteint la température inférieure, donc le signal il coupe. Voilà, donc stop, on a atteint la température, maintenant tout est correct. Et ainsi de suite. Donc, le système il déclenche fur et à mesure avec la température. Le système de graissage, ou bien lubrification, c'est à l'huile. Donc on a en dessous là, vous voyez donc le carter, et on a une pompe à l'intérieur des carters parce que le carter il est plein d'huile. Tout dépend, chaque moteur il a son propre volume, c'est-à-dire 3 litres, 4 litres, 5 litres, tout dépend de la grosseur du moteur bien sûr. Donc la pompe, elle siphonne, ou bien elle aspire l'huile qui se trouve dans le carter et elle l'envoie justement à travers le crank, à travers les conduites ou bien les canalisations jusqu'au il y a les culbuteurs et les pistons et compagnie. Donc ça c'est justement pour éviter le colmatage, c'est-à-dire que les pièces ne se collent pas. Ça le système justement c'est un système de refroidissement. Donc il y a le système de refroidissement par liquide refroidissement ou en même temps les systèmes de lubrification. Il y a certains moteurs, ça on trouve généralement dans les véhicules allemands. On appelle ça le système de refroidissement à air. Ou bien on trouve aussi dans la petite mécanique, comme par exemple les tondeuses, les snowblowers, les souffleuses à neige, ou bien dans les motos, il n'y a pas de liquide refroidissement. C'est-à-dire c'est quasiment uniquement de l'air. De l'air parce que dans les chemises, il y a des ailettes. C'est là où justement les fans qui actionnent justement l'air pour refroidir le système. Donc on a deux types de systèmes de refroidissement, soit par air, soit par le liquide refroidissement. On parle le moteur à 4 temps et le moteur à 2 temps. Donc, la majorité des véhicules, on a les moteurs à 4 temps. 4 temps, j'ai fait un petit schéma ici. Donc, vous voyez, donc on a 4 cylindres. Donc, on a ici le premier cylindre, le deuxième, et le troisième, et le quatrième. Pourquoi j'ai mis à l'envers 1, 3, 4, 2? Ça, on appelle ça l'ordre d'allumage. C'est-à-dire quand est-ce que la bougie elle donne l'étincelle pour exploser justement ou bien la détente. Donc, dans le moteur, donc, on a le piston et on a les cylindres. Et là, ici, on a les valves. Donc, vous voyez, donc celle-là, elle est ouverte. Elle descend. Donc, elle laisse le passage de l'air qui rentre dans la chambre de combustion. Et là, le piston, c'est-à-dire, il descend. Il descend en bas par l'intermédiaire le crank. Et là, on appelle ça le temps d'admission. Et après, donc, le deuxième temps, c'est le temps de compression. C'est-à-dire, le piston, il remonte vers le haut pour comprimer l'air essence, parce qu'on a un mélange air-essence dans le moteur essence. Après, je vais expliquer justement comment il fonctionne le moteur diesel. Donc, on a ce mélange air-essence ici. Donc, on voit les deux valves. Ça, c'est la bougie. Donc, entre les deux valves. Donc, c'est les soupapes ou bien les valves. Donc, les deux valves, ils sont fermés. Et là, le troisième temps. Le troisième temps, on appelle ça la détente ou bien l'explosion. Là, justement, l'étincelle, donc la bougie, elle jaillit, elle donne l'étincelle, avec l'électricité bien sûr. Donc, et là, il y aura une explosion. Explosion, c'est un choc. Vraiment, c'est un choc comme une massette ou bien comme un marteau qui donne le coup sur le piston. Et là, le piston, il descend. Il descend justement avec le coup d'explosion, bien la détente. Donc, le piston, il descend. Et après, le quatrième temps, c'est l'échappement.
Donc on voit ici, c'est un mélange, on peut dire le gaz et l'air qui sont brûlés, bien sûr, ils vont échapper par la valve d'échappement. Donc ici, là, là vous voyez, donc ici, là, les gaz, ils s'échappent. Ils s'échappent par la valve d'échappement. Et là, si légèrement elle est ouverte, ce valve d'admission, pour mieux dégager justement le gaz et l'air qui sont brûlés ici dans la chambre de combustion, pour mieux dégager, pour nettoyer, autrement dit, le reste des combustions qui sont brûlées. Donc là, c'est le quatrième temps. Et pourquoi justement on appelle ça le moteur à 4 temps? Donc on a aussi l'ordre d'allumage 1, 3, 4, 2. Quand par exemple on fait 1, par exemple ici, on a le troisième, c'est celui-là. C'est celui-là justement qui fait la détente. Et c'est là justement, c'est grâce à ce temps-là qu'on appelle ça le temps moteur. Le temps moteur, parce que celui-là, ici, on appelle ça les temps morts, parce qu'il ne bouge pas. C'est justement grâce à ce temps-là qui fait actionner le vilebrequin, parce que suite au choc. Quand par exemple on start ou bien on démarre le véhicule, quand le lanceur ou bien le démarreur il lance le crank, c'est là où il y a l'explosion. Donc on arrête le moteur, le temps moteur. C'est ça qui fait bouger justement le moteur, bien sûr. Donc on a l'admission, on a la compression et on a la détente et après on a l'échappement. Par contre, au niveau du moteur à deux temps, comme j'expliquais tout à l'heure concernant justement les petits moteurs ou bien les engins, on appelle ça admission balayage. L'admission, hop, directement le balayage à travers justement on appelle ça les fenêtres de visite. Soit l'admission, soit l'échappement. C'est le moteur à 4 temps, à 2 temps plutôt. Donc ça, c'est admission balayage dans le moteur à 4 temps. Par contre, le moteur, bon, il y a l'essence. L'essence, c'est inflammable. Mais pour le moteur diesel, on n'a pas les bougies. On n'a pas dans le moteur diesel, on n'a pas les bougies. On a uniquement les bougies de préchauffage. Les préchauffages, on utilise par exemple, pendant l'hiver. Ça, c'est comme une résistance. Elle nous chauffe justement soit l'air, soit le gasoil. Tout dépend les fabricants. Ça, c'est juste uniquement pour chauffer. Mais comment il fonctionne le moteur diesel? Donc, à la place des bougies, on a chaque cylindre, comme ici par exemple, chaque cylindre il a sa propre bougie, avec les valves bien sûr. Et donc, pour le moteur diesel, on a les injecteurs. Donc, justement, au niveau du moteur diesel, la compression, elle est plus importante par rapport justement au moteur essence. Parce que le moteur essence, c'est facile avec l'air, un mélange gaz et air. Donc, il explose facilement, il s'enflamme facilement. Mais par contre, le moteur diesel, on n'a pas l'étincelle. On n'a pas, c'est-à-dire le diesel, c'est un peu lourd par rapport il est gras, en même temps, il est lourd par rapport le gaz, l'essence. Donc là, on a justement le taux de compression, c'est plus important dans le moteur diesel pour comprimer. Donc on appelle ça les molécules d'air. Vraiment, c'est des molécules d'air qui, justement, le moment que le piston il remonte vers la position de compression, donc on a les molécules d'air qui se frottent l'une entre c'est-à-dire chaque molécule, ils se frottent entre eux-mêmes, ils créent certaines chaleurs. Donc, par l'intermédiaire de l'injecteur l'envoie le diesel comme des molécules, pareil, sous pression. C'est des petites particules, donc c'est comme l'air
avec certaines... tout dépend bien sûr le fabricant, tout dépend les moteurs, donc à 100 bars, à 200 bars, tout dépend les modèles. Imaginez-vous la pression qui se trouve dans l'injecteur par rapport à la pompe d'injection. Dans le moteur diesel, on a la pompe d'injection qui envoie le suppression le diesel vers les injecteurs, et là les injecteurs justement ils s'ouvrent à certaines pressions à partir de 100 bars jusqu'à 200 bars ou bien plus. Donc imaginez-vous donc le diesel il injecte comme c'est comme l'air si vous voulez, c'est des molécules mais c'est des molécules de gasoil. Donc il se mélange avec les molécules d'air, avec la chaleur. C'est là où justement il y aura l'explosion. C'est le même principe, mais seulement le fonctionnement c'est différent. Parce que le moteur essence, on a dit, on a les bougies essence, air essence qui sont mélangés, mais par contre le diesel, il n'y a, y a rien. Il y a uniquement l'air dans la chambre de combustion, par l'intermédiaire le piston qui comprime justement le frottement entre les molécules, il crée certaines chaleurs jusqu'à il dépasse les 400 ou bien 500, tout dépend les modèles bien sûr, degrés Celsius, avec l'injection, avec l'injecteur qui injecte aussi sous pression à partir de 100 bars ou bien plus. C'est là où il y aura l'explosion. C'est là où justement le moteur, on appelle ça le temps moteur. Donc on a l'ordre d'allumage. Donc il y a comme par exemple le moteur à 6 cylindres ou bien moteur V8, c'est-à-dire 8 cylindres. Donc l'ordre d'allumage c'est différent. Ici j'ai donné uniquement un exemple par rapport au moteur à 4 temps. Donc c'est ça que le moteur à 4 temps ou bien le moteur à 2 temps. Concernant justement le moteur, c'est-à-dire comment il fonctionne par rapport justement comment, c'est-à-dire il bouge les véhicules, c'est grâce à la transformation de l'énergie calorifique ou bien l'énergie thermique en énergie mécanique, c'est-à-dire le moteur il commence, c'est-à-dire au mouvement. Donc là il va transmettre la transmission à travers le clutch ou bien l'embrayage ou bien le coupleur hydraulique à la transmission. Là donc les rapports ça se fait automatiquement ou bien avec l'intermédiaire de la pédale du clutch, c'est-à-dire on commence à passer les rapports, c'est-à-dire les vitesses. Donc ici là, donc à l'arrière, vous voyez une petite manivelle ici. Donc, si vous voyez quand je tourne par exemple, vous voyez comment il fonctionne. Voilà. Là. Ça c'est le crank. Le crank qui fait bouger tout ça. Donc on a l'alternateur, on a les gears, ou bien on a les poulies. Donc on a les poulies du vilebrequin, bien le crank. Et on a le ventilateur, ou bien le fan, ou bien l'alternateur. Et on a aussi dans certains modèles, on a les compresseurs justement pour les climatiseurs. Tout ça c'est entraîné par courroie, donc par l'intermédiaire, grâce à le vilebrequin. Parce que ici, donc la rotation, si vous voulez, donc celui qui nous permet justement le crank qui fait bouger tout le système, c'est-à-dire soit le système électrique, donc l'alternateur, ou bien la pompe à eau, ou bien le compresseur pour les climatiseurs. Donc c'est ça. Et à l'intérieur par exemple, on appelle ça le carter de distribution. Là on trouve justement soit c'est des gears, soit des pignons qui sont engrenés l'une après l'autre. Donc il y a le crank, ou bien par courroie, on appelle ça le timing belt, ou bien en français on appelle ça la chaîne de distribution. Soit par chaîne, ou bien par courroie, ou bien par pignon, par gear.
Et là, donc le moment qu'on fait, par exemple, on change le timing belt, ou bien la courroie, ou bien la chaîne de distribution, ou bien, c'est-à-dire, on vérifie les gears, par exemple, il faut faire très attention parce qu'on a des repères à respecter. Parce que si on ne respecte pas les repères qu'on installe le- la courroie de distribution ou bien un timing belt, là le moteur donc, il risque de dommager le moteur. Parce qu'il y a un ordre, toujours il y a un ordre dans dans le mécanisme. Comme je disais tout à l'heure, donc il faut respecter. Donc on a des repères justement sur les gears. Donc on va respecter le moment avant qu'on démonte par exemple la courroie ou bien timing belt. Et certains fabricants, on voit les repères. Si, admettons, si on n'a pas de repères, donc avant de justement de ôter ou bien d'enlever la courroie ou bien le timing belt, on peut mettre avec un marqueur, peu n'importe, marqueur à condition qu'il soit vraiment un marqueur permanent, ou bien avec comme un pointou, on va le mettre sur l'accord du moteur, ou maintenant sur les gears, ou bien sur les pignons, ou bien sur le poulie. Bon, c'est-à-dire le moment qu'on lève et on va remettre la courroie, donc on voit justement les pignons, c'est-à-dire le repère, notre repère, il est bien orienté par rapport à l'index qu'on a mis avant le démontage. Et avant de démarrer le véhicule, moi tout le temps je conseille, c'est-à-dire les gens, il faut tourner justement manuellement. Manuellement, il faut tourner le moteur. Donc, on a ici, au niveau, si vous voulez, donc, ça c'est la poulie des cranks. On prend une clé, soit 22, soit une socket de 22, bien 24, tout dépend du modèle, et on tourne manuellement. On tourne et en même temps, on va checker le repère. On fait par exemple un tour, deux tours. Les repères, ils coïncident par rapport les repères qu'on a mis tout à l'heure. Donc, ils coïncident entre eux. Donc, les repères, vous voyez, donc les repères, ils coïncident ensemble. Là, donc, le moteur, il n'y a pas de point dur, autrement dit. Donc, le moteur, il tourne librement. Si on constate, le moment qu'on commence à tourner, on sent vraiment, on va sentir un point dur, donc il faut faire très attention. Donc, le problème, donc, le calage. Le calage, donc, il faut refaire votre calage parce que le calage n'est pas correct. Donc, peut-être il y a une dent qu'elle s'y elle n'est pas à sa place, donc elle a dépassé le repère, donc il faut faire attention, il ne faut pas démarrer le moteur, il faut refaire justement votre calage. Et certains modèles, franchement, c'est facile parce qu'il y a certaines fabricants, ils nous donnent une solution plus simple avec, on appelle ça une pige ou bien comme une tige. On tourne jusqu'à la pige, elle tourne, donc elle bloque le crank, c'est-à-dire elle bloque le vilebrequin et après on va mettre des repères, donc là on est tranquille. Mais si on n'a pas certains modèles, hein, certains modèles à l'époque, bon je pense si sur Alfa Romeo, il n'y a pas, je parlais les diesel, l'ancien modèle bien sûr. Donc il faut faire très attention parce que justement au niveau des gears, elle est vraiment hypersensible. Donc il faut faire très attention si le moteur ne démarre pas ou bien vous risquez de briser le moteur, c'est-à-dire de casser le moteur. Donc c'est ça pour le moteur. C'est pas vraiment pour les gens qui aiment la mécanique. La mécanique, donc il y a des inconvénients, il y a des avantages. On parle déjà pour les inconvénients, c'est quoi? Il y a beaucoup de risques au niveau de la mécanique, surtout les accidents, il faut faire très attention, surtout quand on fait les réparations. Il y a les accidents malheureusement, donc c'est fraction de seconde si on fait pas attention, donc on risque de couper les doigts ou bien peu n'importe. Parce que moi j'ai vu pas mal des accidents à travers le temps, franchement c'est des accidents graves. Donc il y a des accidents,
il y a le salissure, donc il y a la saleté, il y a la graisse, il y a l'huile, il y a l'essence, il y a tout ça. Plus il y a le bruit. Donc le bruit, justement, le bruit il est toujours là. Donc le moteur il fonctionne, bien sûr, à certaines tonalités, donc c'est pour ça on a le bruit. L'avantage, surtout si vous aimez par exemple la mécanique, donc là, vous pouvez réparer votre moteur ou bien vous devenez par exemple un professionnel dans la mécanique et vous réparez par exemple les véhicules pour les clients. Euh, voilà je pense, pour l'instant. Donc, c'est ça le moteur. Le moteur, on a dit, il entraîne les véhicules, les engins, les camions, les voitures, l'aéronautique et les, 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 les véhicules, on peut dire, modernes. Le moteur électrique, c'est entièrement électrique, donc on trouve soit dans les machines fixes, certains moteurs électriques, ou bien on trouve aussi sur les véhicules, comme les véhicules électriques dans notre temps. Donc le moteur, après le moteur, donc on a les trains avant, on a les trains arrière, et c'est quoi justement le train avant? Donc c'est tout un système, c'est tout un mécanisme, on a la crémaillère, on a aussi la suspension, ça si vous voulez, donc on parlera la prochaine fois. Donc voilà, en résumé, donc cette, ce bloc-là, donc imaginez-vous ce bloc-là, il se compose de quelques pièces mobiles, immobiles, donc il va justement tracter pas mal des engins, des véhicules et compagnie, on trouve dans les bateaux navals, ou bien dans l'aéronautique, ou bien dans les machines fixes. Donc voilà pour l'instant concernant justement le moteur thermique, comment il transforme de l'énergie de chaleur ou bien l'énergie calorifique en énergie mécanique, en énergie au mouvement si vous voulez. Donc voilà pour le moteur. La prochaine fois si vous voulez on va parler concernant la suspension, le système de freinage, comment il fonctionne. Il y a combien de systèmes de freinage? On a le système hydraulique, et on a le système électrique, et on a le système pneumatique. Donc le pneumatique on trouve généralement sur les poids lourds. Le système hydraulique donc on trouve sur la mécanique classique et le moteur, les freins électriques on trouve justement sur comme par exemple comme le roulotte ou bien celle qu'on tracte. Donc ça c'est le moteur électrique. Elle est gérée par un mécanisme qu'on trouve devant le dash, devant le chauffeur. C'est lui qui actionne cette manette-là pour éviter justement les accidents. Donc il y a le système pneumatique, il y a le système électrique, et le système hydraulique au niveau des freins. Donc pareil comme le clutch, donc le clutch soit par câblage, par câble, ça je parle des clutches, c'est-à-dire les véhicules qui sont équipés du mécanisme d'embrayage, ou bien avec le système hydraulique, c'est-à-dire hydraulique c'est facile, mieux que le câblage bien sûr, par rapport justement à la manipulation concernant la pédale. Et aussi on a l'assistance du freinage, on a le servo-frein, master cylindre, ou bien aussi dans la direction assistée. C'est quoi la direction assistée, comment elle fonctionne et tout ça. Donc on parlera la prochaine fois. Donc si vous voulez, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions, ou bien si vous avez des commentaires, donc n'hésitez pas de commenter ou bien de m'envoyer vos questions, donc il n'y a aucun problème. Donc j'essaierai de répondre par rapport à ma connaissance bien sûr, et on apprend tous les jours. Donc c'est ça la mécanique, et à la prochaine.
Allez, salut tout le monde.